18h, heure locale du Caire. Bonsoir et bienvenue à ce deuxième journal en langue française pour aujourd'hui. Nos émissions en langue française reprennent sur NAL TV International et se poursuivront jusqu'à 20h, heure locale. Le journal vous sera présenté ce soir par Hani Farag et moi-même Mahal Mahdi. Hani, bonsoir. Bonsoir Maha, bonsoir tout le monde. Bien sûr, nous diffusons également sur la deuxième chaîne nationale. Comme d'habitude, nous avons commencé cette édition de notre journal complet en langue française par le principal titre. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend aujourd'hui à Copenhague, la capitale du Royaume du Danemark, évidemment, en début d'une tournée européenne qui inclut également le Royaume de la Norvège et la République d'Irlande. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Égypte et les pays européens. Au cours de sa visite, le président el-Sisi tiendra des rencontres avec le roi du Danemark, le Premier ministre et le président du Parlement et participera à plusieurs événements et rencontres économiques, dont la signature d'une déclaration de partenariat stratégique entre les deux pays. Il a ajouté que le président el-Sisi se rendra ensuite à Oslo, la capitale du Royaume du Norvège, pour une visite officielle. À la clôture de sa tournée européenne, il se rendra à Dublin, la capitale de la République d'Irlande. Sur le plan local, la première dame d'Égypte, Madame Intessara el-Sisi, a adressé ses salutations, sa reconnaissance à l'occasion de la Journée mondiale du volontariat à tous ceux qui contribuent au service de leur communauté, en particulier au bénéfice de la Croix-Rouge égyptienne. Elle a souligné qu'ils offrent un modèle exemplaire de générosité et d'humanité, notant qu'ils sont un symbole de solidarité et de force pour la construction. Elle a également salué leur rôle dans le renforcement de l'espoir et le travail pour un avenir meilleur. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a donné ses directives pour mettre en place une position afin d'exploiter les bâtiments ayant un caractère distinctif et une valeur patrimoniale dans le Caire historique, en particulier dans la zone du centre-ville, et de déterminer des utilisations appropriées pour ceux-ci. Parmi ces propositions, il est prévu de transformer ces bâtiments en hôtels historiques tout en préservant leur identité architecturale. Ceci est intervenu lors de la présidence de la réunion du Conseil suprême de la planification et du développement urbain, lors duquel il a souligné qu'il avait discuté avec des consultants pour étudier la proposition de développement de la zone des pyramides, y compris la zone de Mansouriya. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Bedr Abdelati, a eu une série d'appels téléphoniques avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Bassam Sabah, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arakchi, et Sheikh Abdallah Ben Zayed, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Émirats, plutôt ministre des Affaires étrangères, plutôt les communications ont porté sur les développements survenus sur le terrain de nord de la Syrie et les graves répercussions de ces développements sur la sécurité et sur la stabilité de la région. Abdelati a souligné la position ferme de l'Égypte en faveur de la Syrie et l'importance du respect de sa souveraineté, de son unité, de son intégrité territoriale, affirmant l'importance de protéger les civils. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie effectuait une évaluation pour la situation en Syrie et effectue des contacts avec les autorités à Damas. Selon Peskov, les aides qui seront présentées pour la Syrie dépendront de cette évaluation. Signalons que des combattants syriens armés ont mené la plus grande attaque depuis des années sur la ville d'Adleb et ont annoncé leur maîtrise avant de commencer l'envahissement de Hamas aujourd'hui. Plus de 115 000 personnes ont été déplacées par le combat dans le nord de la Syrie où des rebelles mènent une offensive d'envergure. C'est ce qu'a indiqué le coordinateur humanitaire régional adjoint de l'ONU pour la Syrie, David Cardin. Cela fait une semaine que le conflit s'est intensifié en Syrie. Plus de 115 000 personnes ont été déplacées à Idlib et dans le nord d'Alep. Selon ces déclarations,
et qui ont été publiées à l'issue d'une visite à Idlib, ville située dans le nord-ouest de la Syrie, bastion de groupes rebelles. L'Organisation de la défense des droits de l'homme, Amnesty International, a publié aujourd'hui un rapport accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, appelant la communauté internationale à ne pas en être complice. Lors d'une conférence de presse à La Haye, l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International a publié un rapport de 300 pages mettant en avant suffisamment d'éléments pour conclure qu'Israël a commis et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Les Palestiniens y sont soumis à la malnutrition, la famine et la maladie qui les exposent à une mort lente calculée, affirme Amnesty. L'ambassadeur Oussama Abdel Khaliq, représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, a déclaré qu'Israël construisait des bases militaires dans la bande de Gaza. Il a quand même ajouté dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU que le Conseil de sécurité était incapable de remplir ses engagements en raison de ce qui se passe dans la bande de Gaza, qualifiant ainsi de génocide ce qui se passe sur le terrain. L'ambassade d'Oussama Abdel Khaliq a appelé les Nations Unies à adopter une position dissuasive contre Israël qui a tué des centaines de fonctionnaires de l'ONU. Il a de même déclaré que les politiques adoptées par Israël entraîneraient inévitablement l'effondrement du système international multilatéral. Le Qatar a annoncé aujourd'hui qu'il avait repris son rôle dans les efforts de médiation pour parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza après une brève suspension. Ceci intervient alors que se tient le mini-conseil ministériel israélien ce soir pour discuter du projet d'échange des prisonniers. Au même temps, les médias israéliens ont annoncé qu'il y avait une opposition de la part de nombreux ministres israéliens du gouvernement de Netanyahou à cette proposition d'échange de prisonniers et de fin de guerre. Sur l'heure, les terrains des colons israéliens ont envahi l'esplanade de la mosquée de l'Aqsa sous la protection de la police d'occupation israélienne et ont exécuté des rituels talmudiques. Dans un autre contexte, les forces d'occupation israéliennes ont attaqué la ville de Kafr Dan à l'ouest de Jénine et ont mené des raids et des incursions dans un certain nombre de villes de Cisjordanie et ont même déployé leurs véhicules militaires et ont ainsi arrêté 28 Palestiniens du gouvernorat d'Hébron au sud de la Cisjordanie. La guerre entre le Hezbollah et Israël a fait au moins 4047 morts, pour la plupart depuis l'escalade mi-septembre, a annoncé mercredi le ministre libanais de la Santé lors d'une conférence de presse. La guerre a dévasté des bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth. Lors des combats, le ministre a dit avoir recensé 67 attaques contre des hôpitaux, dont 40 ont été directement visés, qui ont fait 16 morts. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré que le cessez-le-feu au Liban tenait bon malgré plusieurs incidents récents et a ajouté que le mécanisme de surveillance fonctionnait comme prévu. C'est ce qu'a déclaré en fait le secrétaire d'État américain lors d'une conférence de presse en marge de l'OTAN à Bruxelles. La trêve entrée en vigueur le 27 novembre a mis fin à une guerre ouverte de plus de 2 mois entre Israël et le Hezbollah qui a fait près de 4000 morts au Liban et dévasté des bastions de la formation. Mais plusieurs violations du cessez-le-feu ont eu lieu depuis. Un comité présidé par les États-Unis, comprenant la France, les casques bleus de l'ONU, Israël et le Liban, est chargé de maintenir la communication entre les différentes parties et de veiller à ce que les violations soient identifiées, traînées afin d'éviter toute escalade.
Des sources médiatiques ont cité qu'une opération d'évacuation pour un navire est en cours, et ceci après que l'équipage ait quitté sans préciser les détails. Une autre source a déclaré que l'équipe a été obligée de quitter le navire après que le moteur est tombé en panne, tandis qu'une autre source a déclaré qu'une explosion a eu lieu. Le président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol s'accroche au pouvoir ce jeudi, son parti s'opposant ainsi à la motion de destitution qui doit être mise au vote samedi au Parlement. Et ça après la tentative ratée du chef de l'État d'imposer la loi martiale sur le pays. Le président a décrété la loi martiale mardi soir et tentait de museler le Parlement en y envoyant l'armée avant de faire volte-face 6 heures plus tard sous la pression des députés et des manifestants. 6 partis d'opposition ont déposé mercredi une motion de destitution accusant ainsi les dirigeants d'avoir gravement violé la Constitution de la loi. Cette motion sera soumise au vote samedi selon l'agence de presse Yonhap. Président très impopulaire devra aussi faire face à une enquête policière pour rébellion. C'est ce qu'a annoncé la police sud-coréenne ce jeudi. Donc avec cette dernière nouvelle sportive, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Maha. Merci Hani, merci à tous. Très bonne soirée et à la prochaine.